On va parler du meilleur burger de Paris. Tu es la cofondatrice de PNY, qui est une chaîne de restauration. Il m'écrit en me disant « Est-ce que tu veux ouvrir un resto de burger ?» Je lui réponds « Commençons par prendre un café. » On cherchait un spot qui fasse venir tout Paris à lui. Comment ça se passe la première semaine de lancement de votre restaurant? Donc après la première semaine, vous fermez quoi? Enfin, même pas la première semaine, le premier service. Vous avez aussi essayé d'ouvrir un autre concept et ça a été un flop. Un flop. Voilà, bah, je te laisse. Ce qui est bien dans ce genre de situation, c'est que t'as pas le temps de te poser des questions. Tu vois que ton compte en banque se vide, c'est mission commando quoi. Et on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on vend? Ou est-ce qu'on va chercher de l'argent ailleurs? Salut Graphi. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis content de te recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la restauration, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler du meilleur burger de Paris. Tu es la cofondatrice de PNY, qui est une chaîne de restauration spécialisée dans le burger. Aujourd'hui, vous avez 15 restaurants, plus de 200 salariés, et tu vas nous raconter quelle est l'aventure PNY, parce que j'ai écouté beaucoup de choses sur ce que tu as fait. Je sais beaucoup de choses sur la façon dont tu as pu construire tout ça. Tu as un parcours qui est super intéressant et tu vas nous en parler. Et je pense qu'on aura beaucoup à apprendre sur ton parcours et puis sur l'expérience que tu as de PNY, de ce que vous avez super bien réussi. On parlera aussi d'une aventure que vous avez essayé de lancer et qui a un peu moins marché, et de l'expérience que tu ressors de tout cela. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours et comment, après des études à HEC, tu te dis je vais lancer un restaurant, parce que peut-être qu'au début, c'était pas forcément une chaîne de restauration. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment tout cela se passe? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est drôle de se dire je vais ouvrir un restaurant en sortant d'HEC. Il faut en plus se remettre dans le contexte. C'était en 2011. À cette époque-là, je crois que même l'entrepreneuriat, c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui. C'était encore quelque chose. C'était pas la voie royale. À l'époque, c'était la finance, la strat. Et en fait, je pense que en fait, on est deux à avoir monté PNY, ouais. Et je pense qu'on était complètement inconscients de ce qui se passait. Enfin, en gros, c'est Rudy qui m'écrit et qui me dit « Est-ce que ça te dit d'ouvrir un resto avec moi ?» Et moi, je lui dis « Ah oui, allez, allons-y ». Et vraiment, je pense, avec l'espèce d'insouciance de l'étudiant qui ne se rend pas du tout compte. Ce que c'est que de faire un restaurant. Voilà. Et tu le connaissais avant, Rudy? Non. C'était quoi vos relations? Parce que c'est vrai que c'est un peu curieux. Quelqu'un vienne te voir en disant salut, est-ce que tu veux ouvrir un resto avec moi? Pour quelqu'un que tu connais pas, comment les choses se... Qu'est-ce qui fait qu'entre vous, à être associés, pourquoi il vient de voir toi? Voilà, ça m'intéresse déjà dès l'origine de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors lui, il veut ouvrir un resto de burger, okay. Depuis, je pense, la césure. Et il dit à qui veut l'entendre qu'il veut ouvrir un resto, mais pas seul. Et en fait, c'est un ami en commun qui lui dit « Mais attends, il faut que tu en parles à Graphi, parce que Graphi, elle veut monter sa boîte et son secteur vraiment genre de prédilection, c'est le CHR. » Okay. Donc café, hôtellerie, restauration, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est le CHR, ce domaine de prédilection? C'est une bonne question. Je pense que j'adore l'hospitalité, okay. Le côté s'occuper des gens, être au service, faire en sorte d'être la bulle des gens dans une journée. Okay. Je trouve ça fascinant. Donc, j'ai toujours été hyper attirée soit par l'hôtellerie, le tourisme, enfin vraiment tous ces secteurs-là. Et en fait, ça a été un match parfait, quoi. Okay. Il m'écrit en me disant « Est-ce que tu veux ouvrir un resto de burger ?» Je lui réponds « Commençons par prendre un café. Okay. » et en fait, fit immédiat. Okay. On s'entend super bien et on se dit allons-y, quoi. Ça veut dire quoi le fit immédiat? Parce qu'en fait, moi aussi j'utilise ça quand j'ai des clients créateurs d'entreprises qui me disent voilà, j'ai rencontré tel associé, tel potentiel associé. Et moi, je lui dis, mais est-ce que le fit s'est bien passé? Et en fait, c'est vrai que quand on pose cette question, ça veut tout et rien dire. Mais dans ton cas, qu'est-ce qui fait que tu te dis fit qui match et ça se passe bien?
bien et je sais que c'est avec lui. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, avec Rudy, ça va le faire de ouf? Oui. Je pense que des personnes avec qui tu prends un café et que tout de suite, tu te sens bien avec, on était partis, on refaisait le monde. Enfin, vraiment, on ne s'arrêtait plus, quoi. Mais il n'y en a pas 50. Enfin, moi, des rencontres comme ça, j'en ai pas fait. Même aujourd'hui, genre quasi 20 ans après, je suis pas sûre d'avoir rencontré... quelqu'un avec qui tu pourrais... C'est parce qu'en fait, du coup, tu te sens naturellement à l'aise de parler et de viser la lune sans avoir aucune restriction, sans te méfier, sans te dire... C'est ça, voilà. Une espèce de... Je me dis, le mec, je peux lui faire confiance. C'est une histoire d'onde, peut-être. Peut-être tu sens que quand tu es sur la même longueur d'onde, que tu te comprends. Enfin, c'était notre premier café, on finissait quasiment les phrases de l'autre. Donc, ce genre de... D'alignement, ça n'arrive pas souvent. Fait que, tu te dis, c'est le moment. Et puis aussi, sur le campus, la baseline d'HEC, c'est apprendre à oser. Ouais. Donc, vraiment, ils nous mettent dans des conditions pour rencontrer des gens, pour lancer des projets. Vraiment, on passe à créer plein de trucs tout le temps. Donc, on a l'habitude de travailler avec des gens, de faire des travaux de groupe, de monter des assos. Donc, on a quand même cette expérience. Et là, quand je rencontre Rudy et que ça se passe aussi... quand je sens qu'on est autant alignés, je me dis, mais il y a quelque chose, quoi. Ok, donc ça, c'est la rencontre. Et après, il se passe quelque chose. En décembre 2012, vous rachetez un kebab rue du Faubourg Saint-Denis. Ouais. Comment ça se passe comment vous franchissez le pas comment se passe la première visite de l'établissement qui ressemble probablement en rien à ce que vous allez en faire comment vous vous projetez raconte-nous ça un peu. Ouais. Alors nous, à l'époque, comme tu disais, on voulait ouvrir un restaurant. On n'avait pas forcément projeté le fait d'en ouvrir plusieurs. Et donc, on cherchait un spot qui fasse venir tout Paris à lui. Okay. Et aussi, on s'était dit que on va ouvrir un restaurant du coup, qui n'existe pas, une marque qui n'existe pas. Et donc, on était persuadés que le quartier dans lequel on allait s'implanter était hyper important parce que ça allait donner la coloration à la marque pour les années à venir. C'est-à-dire que tu ne parles pas de la même façon d'une marque qui s'est implantée dans le 8e ou dans le 10e ou dans le 20e. Il y a dans le 16e. Ouais, voilà, il y a un une imaginaire. Coloration immédiate. Ouais, immédiate. Et nous, à l'époque, on sortait rue du Faubourg Saint-Denis et on s'est dit, mais cette espèce d'ambiance où tu as en gros les gens qui viennent s'encanailler là, où tu as toute la com qui sort, tu as à la fois des gens de tous les coins du monde. Ouais, ça grouille de partout. Ouais, mais encore un peu underground, c'est-à-dire que c'est pas... la rue du Faubourg Saint-Denis, à l'époque, il y avait chez Jeannette, Morissette, le Napoléon, et c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est... Mais ça, c'est la coloration que tu voulais d'ores et déjà donner dès le premier... Ce côté un peu sulfureux. Et on voulait être... Alors, on voulait pas être underground, genre dark ou quoi, mais genre juste la petite dose de sulfure, de soufre. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe? Tu rachètes le fonds de commerce? Alors, là, du coup, on veut être sur cette rue-là, sauf qu'il n'y a rien à vendre. Ouais. Et on est hyper précis, on veut être entre le chez Jeannette et le Napoléon. Alors, ça doit faire genre 100 mètres de rue, quoi. Donc, toi, t'as tes cibles, t'es prête à tirer direct, parce que là, c'est vraiment très clair. Parce que, c'est hyper clair. Moi, on a accompagné quelques entrepreneurs dans la restauration. C'est vrai qu'ils ont des cibles un peu plus larges. Oui. Là, en vrai, il y a un truc qui bouge dans le quartier ou dans les 200 mètres dont tu me parles. Tu devais être dessus, absolument. Mais comment tu fais, du coup? Encore plus que ça, on est carrément allé démarcher. Donc, on est allé voir les gens qui tenaient des affaires dans cette portion de rue en leur demandant s'ils vendaient. Quoi, c'est du porte-à-porte et tu leur dis tu veux pas me vendre ton resto quoi. Enfin, ton resto ou nécessairement resto parce que tu devais avoir une destination qui pouvait permettre... C'est ça. Et là, ce fameux kebab, une fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, il nous offre le thé à la menthe. Ok. Alors que les premières fois, il était là, mais non, machin. 4e fois, il nous invite à manger. Puis après, bon... Okay. Et c'est quoi les arguments que tu as dû utiliser pour pouvoir le convaincre de céder son... En réalité, le prix. Ouais. Le prix, il s'est vu prendre sa retraite. C'était tout bénef. Ok. Ouais, et puis tu as noué une relation avec lui avant qu'il se mette sur le marché. Donc nécessairement, tu étais
j'allais dire, préempteur si jamais ils Ouais. voulaient absolument. Ouais. Ouais, donc vous avez bien anticipé ça. Ça a pris du temps? Ouais, enfin, du temps, non, 2-3 mois, quoi. Ok. Oui, donc ça a quand même, Mm. ça a quand même été vite. Et du coup, vous avez dû faire pas mal de travaux Ouais. pour le mettre à votre sauce. On en reviendra peut-être après sur votre pâte. Comment ça se passe la première semaine de lancement de votre restaurant, Bah, en fait, de votre premier restaurant? c'est ce qui est assez fou sur le premier restaurant, c'est que on ouvre et on se dit, on va faire, si au bout du bout, on fait 10-15 couverts, ça sera le bout du... Enfin, Ah ouais, ça sera top, quoi. ouais, vous commencez avec, vous commencez oui. pas avec de très grosses Ah non, expectatives. non, vraiment, on était là, si on fait 15 couverts... Parce qu'il faut savoir que j'étais en cuisine, Rudy était en salle, Ah ouais. et on s'est dit, bon, si on fait 15 couverts... c'est les gens de passage, parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment le phénomène de réseaux sociaux. Instagram existait déjà, mais c'était pas du tout... je sais même pas les si restaurants ne se positionnaient pas sur Instagram pour faire de la clientèle. Non. Ce qui est un peu différent aujourd'hui. Oui. Et en fait, c'est vraiment le passage qui rentre dans ton restaurant ou pas. Et là, ce qui se passe, c'est que on remplit. C'est-à-dire que là, on pensait faire 15 couverts, on en fait 60. On n'est pas du tout prêt. Donc, à la fin du service, on décide de fermer le restaurant en se disant qu'on ne peut pas, pour recruter des nouvelles personnes en cuisine, en salle, et les former et réouvrir avec une équipe complète. Donc après la première semaine, vous fermez quoi? Enfin, même pas la première semaine, le premier service. On fait un service. Vous faites un service On et là, ferme. vous fermez en mode on ne sait pas gérer. On ne sait pas l'affluence. gérer. Ouais, on sait pas gérer l'affluence. Ok, et tu prends comment ça? Parce que tu te dis, attends, je ferme pour m'organiser autrement, ou je me dis, mais. Alors, je te dis ça parce que. Alors, ça, c'est très perso aussi, mais moi, j'ai ma belle-mère qui est aux États-Unis et elle est très entrepreneuriale. Et en fait, comme beaucoup de personnes qui sont. Très entrepreneurs, ils ont tous le rêve un jour de lancer un restaurant. Et à chaque fois que je lui parle, elle me dit mon pire cauchemar, c'est d'avoir un restaurant plein. Ah et ouais. elle dit en gros, bah oui, parce qu'en fait, c'était un peu le cas de ce que tu me décris, c'est qu'elle dit en fait, elle avait fait ce restaurant à Miami et en fait. Elle s'en sortait pas parce qu'en fait c'était plein et que du coup c'est très très difficile à gérer avec on y reviendra, mais les RH qui sont compliqués et en fait elle a arrêté parce qu'en fait ça correspondait pas au rêve du coup qu'elle avait de se dire je vais me faire un restaurant et ça sera un business assez sympa parce que c'est sympa d'avoir son restaurant, etc. Et en fait toi c'est quoi ta réaction quand au bout du premier jour en fait t'es débordé en fait? Ouais. Nous, on le prend plutôt bien, on se dit que c'est un bon problème. Okay. En fait, on a peut-être eu un excès peut-être d'humilité, parce qu'en fait, on pensait vraiment pas que les gens allaient franchir la porte, et parce que c'était c'est juste un resto qui ouvre, on n'avait pas fait de com ni rien, donc ça a permis de recruter tout de suite les bonnes personnes. On a pris un mec super fort en salle qui a ramené son pote pour la cuisine. Donc moi, je passe de celle qui faisait à manger à commis, ce qui me va très bien, en vrai. Rudy, il a quelqu'un en salle dont c'est le métier, donc il peut se reposer sur lui. Et littéralement, ils nous ont appris le métier. Ok. On reviendra après un peu sur les chiffres de la façon dont fonctionne un restaurant comme le tien, comme les tiens. Au début, quand tu lances là, comment tu finances l'acquisition du fonds de commerce, les travaux, etc. Comment vous vous en sortez pour financer tout ça? Ce qui est bien avec la restauration, c'est que c'est un secteur très connu par la banque. Okay. Y a des assets et tout, donc ça se finance par de la dette. Empreinte. Donc c'est exactement c'est exactement comme acheter un appartement. Okay. Donc tu mets un apport, la banque complète sur 7 ans. C'est peut-être la différence avec un appartement, donc c'est une durée plutôt courte, mais ça se finance très bien en dette bancaire. Ok. Maintenant qu'on a planté un peu le décor de la façon dont tout ça s'est lancé, on va peut-être parler un peu du marché du burger. Aujourd'hui en France, c'est environ un peu moins de 9 milliards d'euros. C'est
globalement, la restauration rapide. Ouais, ok. C'est les grandes marques, McDo, Burger King, Quick, qui capent plus de 50% du marché. Comment, toi, tu te dis à ce moment-là, alors peut-être au début tu nous disais je vais lancer un seul restaurant, mais comment tu te dis moi je vais faire ma place dans ce milieu où on a des géants qui captent plus de la moitié du marché et des géants qui ont pignon sur rue et qui sont partout, que tout le monde connaît. Oui. Comment vous lancez là-dedans et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Alors déjà, notre positionnement, c'est d'essayer de servir les meilleurs burgers possibles. Ok, Et donc, quelque part, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que le burger, c'est un produit d'assemblage. Pour qu'il soit le meilleur possible, il faut que chaque étage de la fusée soit le meilleur possible. Ouais. Et du coup, c'est un coût ouais, qui ne peut pas tenir dans un ticket moyen de restauration rapide. d'accord. Parce que le ticket moyen de restauration rapide dans les grandes enseignes qu'on à l'époque, c'était 10 euros. Ouais, c'est ça, 10 euros. Et donc, dans 10 euros full menu, quoi. Ouais, voilà. Et donc, en fait, McDo, c'était même moins, je crois que c'était 8 euros, quelque chose comme ça. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque. Et donc, pour faire ça, il aurait fallu que le burger ne coûte que 1 euro. Et c'est pas possible. On peut pas avoir la meilleure viande, le meilleur pain, Ok. Donc nous, très vite, ce qu'on se dit, c'est que comment on fait accepter, le français à payer cette qualité-là. Et on se dit, il va jamais mettre 15-20 euros dans un burger frites si c'est pour le manger en restauration rapide sur un plateau à cloche-pied, quoi. Ok. Et donc, on se dit que la seule façon de le faire accepter, c'est de lui offrir une vraie expérience de restauration traditionnelle, D'accord. assise, service à table. Donc, on part tout azimut de ce côté-là. Donc, c'est un burger, mais servi à table. Il y a de l'alcool, de la musique, des desserts. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables. C'est vraiment une expérience de restauration assise classique. Et du coup, on n'est plus en prise avec ce ticket moyen de la rapide qui est très petit, quoi. Ok, donc globalement, c'est des ingrédients de super qualité. Tu parlais de tous les étages du burger. Chacun a mangé, je pense, un burger et chacun comprendra. Mais on viendra aussi sur la viande que vous mettez aussi et votre attention aux fournisseurs que vous avez. Et en fait, du coup, donc c'est burger d'ultra bonne qualité avec des ingrédients au top et du coup une expérience de vrai restaurant où vous essayez de vendre en plus de votre nourriture une expérience sympa aux clients. C'est ça. Et en fait, du coup, je disais que tu es sur un marché où tu as McDo, Burger King, etc. Mais c'est pas du tout tes concurrents. Non, pas du tout. C'est plutôt des chaînes comme Big Mama qui sont à peu près... Nos vrais concurrents, au final, c'est les autres restaurants du quartier. C'est-à-dire que on est devenu, par la force des choses, et depuis, grâce à notre longévité, je pense, on est devenu le restaurant de burgers du quartier. D'accord. Et donc, c'est quand tu sors, tu te dis, est-ce que je vais à la pizzeria, est-ce que je vais le chinois, est-ce que je vais chez le burger. Donc, c'est plutôt le quartier, quoi. Ok, ouais, donc tu es très implanté dans le quartier et donc effectivement, tu es une offre de restauration en plus pour les personnes qui sont dans le quartier. Quand tu décides de lancer et d'ouvrir les autres restaurants, tu fais un choix au début qui est assez clair, c'est que tu les ouvres en propre. Je sais qu'il y a eu la question de la franchise qui s'est posée et aujourd'hui, pourquoi vous décidez initialement de le faire en propre et vous avez lancé une franchise là récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi vous avez décidé de lancer la franchise, donc pourquoi au début en propre et après la franchise, et nous expliquer la différence pour ceux qui nous écoutent entre ces deux modèles. Alors, au départ, la question se pose pas vraiment. Avec Rudy, on est au four et au moulin. Donc, on ouvre le premier restaurant, on est dedans. Il marche très bien, il y a la queue, il y a beaucoup trop de monde, on n'arrive pas à servir tout le monde. Donc, on se dit, il faut qu'on ouvre un deuxième restaurant à côté pour désengorger le premier. On ouvre le deuxième. Alors, à côté ou dans le même quartier ou, à 700 mètres. À 700 mètres. Oui. Ah ouais, ok. Et puis après, rebelote sur le deuxième, donc on ouvre le troisième. Donc, en fait, très vite, on se retrouve
mais du coup avec, je sais pas, 3-4 restaurants, enfin 3-4 Pieds Noix dans le même kilomètre carré de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on lève la tête du guidon et qu'on se dit qu'on tient quelque chose. Mais jusque-là, on était plutôt en mode action-réaction, quoi. Et typiquement, à ce moment-là, tu te dis pas, en fait, c'est bon, j'ai quadrillé le quartier. Je vais essayer d'en ouvrir un dans le 8e, je vais essayer dans le 16e, ou en fait la coloration dont tu parlais dès le début, je sais pas, ça marcherait pas dans le 16e par exemple. Ça a été une très 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 grande question, parce qu'au bout d'un moment, on avait un peu quand même, en gros nous notre fief c'est autour de République plus ou moins, enfin Paris Nord-Est, et à un moment on se dit mais est-ce qu'on peut traverser la Seine, est-ce qu'on peut aller rive gauche, est-ce que un concept comme Pieds Noix peut y avoir sa place. Ça peut paraître bizarre de se poser ce genre de questions parce que, surtout si t'es pas parisien, mais c'est une vraie question. C'est pas du tout les mêmes habitudes de consommation. Et donc on fait le test, on fait le grand écart. On va ouvrir un Pieds Noix à Montparnasse. Okay. Et il s'avère que ça marche très bien. Mais je me souviens très bien qu'on avait peur et qu'on se disait. Est-ce que ça va le faire ? Ouais. Ok. Il y a une autre particularité aussi dans vos restaurants, c'est qu'en fait, il n'y en a aucun qui se ressemble. Ça, c'est un vrai choix aussi. Enfin, c'est quand même aussi très audacieux parce qu'en fait, tu peux avoir une expérience dans le premier Pieds Noix et tu vas dans le deuxième qui est à 700 mètres du premier que tu as ouvert. En fait, c'est une ambiance complètement différente. Oui. Et par ailleurs, c'est ton associé aussi Rudy qui réfléchit à l'architecture, à la façon dont les lampes, les chaises, etc. sont mises en œuvre. C'est quoi cette particularité et pourquoi vous faites ce choix aussi d'avoir une ambiance qui est différente, alors que dans une chaîne entre guillemets de restauration plus classique, globalement, la chaise qu'on va retrouver à Montparnasse, elle sera exactement la même qu'on va retrouver au restaurant que vous allez ouvrir à Lille. Oui. Il y a la réponse dans la question. Elle est dans le mot chaîne. Ouais. En fait, on voulait pas être une chaîne. Okay. Pour revenir à la genèse, nous, on voulait au départ avoir qu'un restaurant qui devienne une institution. Et après, on a été débordés, ce qui a fait qu'on a ouvert les autres. Mais au moment où on se dit on ouvre les autres, on est là, mais on ne veut pas trahir notre ADN de départ, qui est d'avoir une institution, un restaurant... et un restaurant de quartier, comme tu disais. En fait, mon concurrent, c'est le voisin. Tu vois. Oui. Et donc, ça a été des nœuds au cerveau. Et au final, on se dit, on va faire des restaurants complètement différents pour vraiment s'insérer le plus possible dans le quartier. Et même à l'époque, c'était carrément des logos différents. Donc, on ne veut vraiment pas qu'on se dise que c'est une chaîne, quoi. Et puis c'est resté. Garder cette identité de restaurant de quartier. Ok. Ouais. Et c'est un surcoût aussi quand même quand on commence à ouvrir de nombreux restaurants comme vous l'avez fait. J'imagine que c'est un surcoût, ça vous l'assumez aussi Alors on l'assume complètement parce que en fait avec Rudy, on voit l'entrepreneuriat comme une sorte de voyage qu'on mène. Okay. Et donc et qui est en gros l'histoire de notre vie, quoi. Et Rudy est passionné d'architecture. Pour lui, c'est un kiff absolu de réfléchir chaque lieu et de faire le plus beau lieu possible dans le quartier. Et ça l'ennuierait de reproduire systématiquement la même chose. Mais oui. Et en fait, je pense que souvent les gens vivent... Enfin, c'est un peu l'histoire qui a été racontée dans, je pense, la dernière décennie, vivent l'entrepreneuriat comme une espèce d'aventure hyper courte où ce qui compte, c'est de faire l'exit et ta vie après. Nous, on s'est dit, non, nous, ce qu'on aime, c'est l'hospitalité, c'est la restauration. Je vais faire en sorte de créer les conditions de vivre ma meilleure vie dès maintenant, quoi. Ok. Sur vos producteurs, je sais que votre viande, elle vient d'une ferme. La ferme, c'est Fouillard, dans l'Aisne. Aujourd'hui, vous avez toujours cette relation forte avec les personnes qui vous provide les ingrédients indispensables pour faire vos burgers. Vous faites la viande hachée dans vos propres restaurants. Là, pareil aussi, c'est une question de coûts supplémentaires parce qu'en fait, on le verra tout à l'heure quand on
décryptera un peu la structure de coût d'un restaurant comme le vôtre. Pourquoi ce choix dès le début? Alors, tu nous as dit que c'était pour avoir de la super qualité, mais quand on ouvre de nombreux restaurants comme vous le faites, il y a un moment où en fait ce choix est challengé tous les jours quasiment. Oui, bien sûr, mais je pense que il faut pas toucher à l'âme d'une entreprise. Ouais. C'est-à-dire que c'est sa raison d'être. La raison d'être de PNY, c'est de servir les meilleurs burgers de la planète. Donc, si demain, mettons, je me dis, bon, faire des frites maison, c'est compliqué, je vais basculer en frites surgelées. Ouais. Mais avant même de perdre le client, je pense que je perds le staff. Ouais, tu perds ton staff, tu perds ton âme, c'est ta secret sauce, mais et oui, en fait ça marcherait plus. Mais oui, et en fait, même si, et bien encore, je peux même aller plus loin, même si les frites surgelées étaient meilleures que les frites maison, et enfin, dans l'imaginaire du staff et donc dans ce qu'il va retransmettre, ça sera plus du tout la même chose parce que il aura plus cette fierté de les pommes de terre, elles arrivent dans le restaurant, elles ont été épluchées, enfin on les épluche pas, mais elles ont été coupées ici, frites ici, il voit les cuisiniers travailler dessus, enfin ça change tout. Ouais, ça change tout et on parlera tout à l'heure de la problématique RH dans la restauration et en fait si tu perds ce maillon en fait Bah oui. tu perds tout ce qui fait votre succès mais on gardera ce petit point pour après. Il y a un autre sujet aussi, tu parlais du voyage tout à l'heure entrepreneurial que vous avez avec Rudy. Dans ce voyage, vous avez aussi essayé d'ouvrir un autre concept. Du coup, ça a été globalement un peu plus difficile. Ça a été un flop. Un flop. Voilà, je te laisse le dire. Tu peux nous raconter un peu c'était quoi l'idée derrière ça? Oui, je crois que c'était au bout du 3e PNY. On se dit, en fait, il y a un local qui se libère rue du Faubourg-Saint-Denis. Et nous, comme on est des amoureux de cette rue, et donc on se dit, on va prendre ce local, mais on ne peut pas ouvrir un PNY. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on a l'idée à l'époque... C'est-à-dire que tu avais tous les commerçants de la rue qui vous craignaient le matin en vous voyant. Celui qui vend, il va se faire racheter. Vous ne les manquez pas. Et là, vous vous dites, OK, on va faire un autre concept. Oui. Bah oui, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir un PNY pour le coup, vraiment à 35 mètres. Okay. C'est pas possible. Et donc, on ouvre un restaurant de viande fumée. Ça s'appelle comment? Paris, Texas. Okay. Et ça marche pas du tout. Alors, pas en termes de fréquentation, mais en termes de rentabilité à la fin. Ah ouais, c'est pas une question d'affluence? Au départ, non. Okay. Au départ, on a notre réputation qui nous précède, et donc quand on ouvre, les gens se disent c'est les mecs de PNY qui ont ouvert le Texas, faut y aller. Enfin, donc on a aucun sujet de fréquentation, mais on fait vraiment une erreur de débutant, alors qu'on a vraiment bossé comme et pas ficelé ce truc-là, qui est qu'une viande que tu fumes pendant 12 heures, elle perd entre 50 et 75% de son poids. Okay. Et en fait, donc ça veut dire que ta viande qui fait cette taille-là, elle fait ça, quoi, okay. à la fin. Et donc, et moi, je peux pas doubler mes prix pour autant, je peux pas mettre 2 fois plus de quantité, sinon il faudrait que je double le prix. Okay. Et du coup, il y a un espèce d'effet ciseau. Ouais, t'as un problème de recette qui rentre pas dans le business plan, etc. Je peux ni augmenter les prix, ni augmenter les quantités. Bref. Et après, ce qui est terrible dans le retail, c'est que ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire que du coup, tu as un peu moins de clients, donc le staff commence un peu à s'ennuyer, à tourner les pouces, et donc s'en occupe mal. Et donc, on rentre dans cette espèce de cercle vicieux où du coup, tu déstaffes. Mais comme tu déstaffes, les peu de clients qui continuent à venir... Ils sont moins contents. Ouais, voilà. Et, là, t'es dans le mauvais cercle. Voilà. Je suis dans le méga mauvais cercle. Et donc là, on se partage les rôles avec Rudy. Lui, il va essayer de pivoter le truc pour voir... changer les recettes, machin. Vraiment essayer de pivoter le truc. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de le vendre. OK. Parce que... vraiment, c'est un gouffre financier. Il faut couper cette branche. Quand tu dis gouffre financier, c'est-à-dire qu'en fait, chaque jour où vous ouvrez, vous perdez de l'argent. C'est ça. Ok. Beaucoup. Littéralement. Au final, oui.
j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pense qu'on perdait 24 cash par mois, quoi, quelque chose comme ça. Ah ouais. Alors pour une start-up, Internet, tout ça, c'est rien du tout. Ouais, mais quand même. Mais quand tu es un restaurant, en fait, le principe même d'un restaurant, c'est d'être un commerce. Donc c'est vraiment enfin, tu es en BFR négatif. Donc Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe, enfin, c'est pas censé exister. C'est t'achètes et tu vends plus cher que ce que ça te coûte et il te reste de l'argent à la fin. C'est le principe même d'un commerce. Ouais. Donc tu peux pas être en négatif. D'accord, donc ça c'est le coût financier et le coût humain. Comment vous l'avez vécu ça parce qu'effectivement il y a peut-être beaucoup de remises en cause. Enfin je sais pas comment tu le. Alors vis. encore une fois, on est la tête dans le guidon parce qu'avec Rudy, on est quasi seul. Il y a peut-être une ou deux personnes avec nous au bureau, mais pas beaucoup plus. Et donc ce qui est bien dans ce genre de situation, c'est que t'as pas le temps de te poser des questions. Tu vois que ton compte en banque se vide, donc c'est mission commando, quoi. Faut y aller. Et ça vous défocus pas sur. Mais bien sûr que Pied-Noir ? si, bien sûr que si. Et en fait, c'est là où on a de la chance, où les Pied-Noir, c'est des machines de guerre. Elles résistent et elles vivent toutes seules, mais clairement. Et en vrai, le Texas pompait tout l'argent créé par Pied-Noir. Ouais. Et toute votre énergie aussi. Oui. Ok. On y reviendra après, mais à ce moment-là, tu avais des investisseurs Non. Aussi ? Non, pas encore. Non. Ok. Pas encore. Bon, j'allais te poser la question comment réagissent les investisseurs, mais Oui. du coup, ils n'étaient pas encore là. Mais du coup, c'est quoi les leçons que tu retiens de cet échec ? En vrai, la plus belle des leçons, c'est de réaliser que Pied-Noir, en fait, c'est une pépite. Ok. Chose dont on n'avait pas forcément conscience avant parce que c'est notre première expérience professionnelle. On a monté ça, on était étudiants, on se rendait pas compte que c'est déjà miraculeux qu'un restaurant se remplisse Ok. et que ça tienne. Ouais. On va basculer maintenant sur un peu la structure de coûts et la façon dont on monte un restaurant. C'est pas le premier épisode que je fais avec quelqu'un qui fait du business dans la restauration. J'avais reçu Jean-David Sarfati ici et il m'avait dit le premier truc à avoir en tête avant de te poser les questions sur les marges, etc. Pour un restaurant, le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est un peu ce que tu nous disais dès le début, quand on a parlé de ton aventure entrepreneuriale avec PNY, c'était l'emplacement. Et du coup, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait que pour vous, un emplacement est un endroit top pour lancer un restaurant ? Oui. Alors, je pense que le monde a un peu changé depuis. D'accord. Nous aussi, on a monté Pied-Noir avec cette philosophie-là. Ouais. Du triple emplacement. Ok. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut être plutôt dans un emplacement accessible, Okay. alors qu'à l'époque, il fallait vraiment être dans un emplacement avec premium. du chaland où Voilà. il y a fallait être dans la rue. personnes qui passent tous les jours et Ouais. c'est dans la rue d'à côté et C'est qu'il n'y a pas de passage, les gens ils Voilà. font pas le... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux un peu plus être en emplacement, aller un bis, Ouais. peut-être même deux, à condition que tu sois central et accessible, parce que je trouve que les réseaux sociaux sont venus rebattre les cartes. Donc tu as un emplacement sur les réseaux sociaux, donc il faut faire ta place C'est sur ça, les réseaux sociaux. Exactement. Ok. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est créer ta zone de chalandise, mais sur Internet. Ok, et ça, comment vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux, comment vous êtes adapté à ça, puisqu'en gros, comme tu nous le disais, toi, il s'agissait d'ouvrir le premier jour sans que les gens n'aient l'occasion de venir... Enfin, ils sont venus pour goûter vos burgers, mais il s'agissait de lever le rideau pour que ça soit full. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus complexe, parce qu'en fait, il faut non seulement être au bon endroit, dans un endroit accessible, mais il faut que ça soit un peu aussi... trend à la mode, peut-être Instagrammable, où on peut faire des photos sympas, montrer qu'on est dans un endroit sympa. Alors, tu as déjà répondu à un certain nombre de questions là-dessus, mais comment vous avez fait, vous avez pris ce tournant des réseaux ? Je pense que nous, on a eu vraiment la chance d'ouvrir et de créer la marque et que la marque prenne corps avant la déferlante Instagram. Ok. En fait, comme on est là depuis super longtemps, on bénéficie d'une espèce de notoriété qui est là, latente dans la tête des gens. Et donc, on n'a plus qu'à
quelque part aller la réactiver de temps en temps en faisant des collabs, des events, etc. Mais si aujourd'hui je devais créer une marque from scratch en chopant les codes des réseaux sociaux, je pense que j'ai pas du tout les compétences en interne chez PNY pour faire ça. Nous, on se repose vraiment sur le fait que on est presque devenu une espèce de refuge pour nos clients. Tu vois, c'est resté viens, je vais me faire un PNY. Flemme, je vais me faire un PNY. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans ce que j'appelle la restauration spectacle. Une trend qui va durer 2 ans et au bout de 2 ans, ça n'existera plus, quoi. Oui. Ok. Et il y a un sujet aussi, c'est que est-ce qu'il y a des endroits que tu voulais absolument, parce qu'en fait c'est une bataille aussi un peu de cet emplacement, des endroits que tu voulais absolument et que tu as raté, est-ce que ça s'est déjà passé, que tu étais à fond sur un emplacement et que tu n'as pas pu avoir? Alors oui, mais c'est plus nous qui nous retirions. C'est souvent quand le vendeur en demande trop. En fait, je pense qu'il faut faire attention à ne pas s'attacher au local avant de l'avoir. Et parce que si tu t'attaches et que tu commences à y mettre de exactement, tu payes trop, quoi. Mais oui, de l'irrationalité, c'est exactement comme pour un appart. C'est-à-dire que... alors, un peu... Non, non. Tu peux faire le coup de cœur sur l'appart, pardon. Mais on y viendra. Tu as un business plan et en fait, si tu sors du business plan, t'es morte, quoi. Ouais. Et en fait, l'espèce de mauvaise décision d'investissement de départ, elle est très difficile ensuite à rattraper. Enfin, tu la portes très longtemps comme un fardeau, quoi. Justement, là-dessus, c'est quoi le capex d'ouverture d'un restaurant chez vous? Alors nous, en gros, peu ou prou, ça coûte 1 million d'ouvrir un PNY. Ok. Tout compris. Et le payback, c'est combien de temps? Alors... Le payback, pour ceux qui nous écoutent, c'est grosso modo le temps que vous allez avoir pour, entre guillemets, rembourser le capex de départ que vous avez mis pour acheter le restaurant et faire tous les travaux. Nous, ça a aussi entre 3 et 4 ans. Ça dépend si vraiment, genre, on a bien tenu nos coups et on fait un démarrage de fou. Là où c'est vrai que les investisseurs aiment bien quand c'est plus 2,5, 3. Ah ouais. Bah oui, forcément. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une structure où vous détenez les murs ou pas de vos restaurants en grande partie? Vous avez des leases sur... Oui. En fait, ce qui est top dans le monde de la restauration, c'est que quand c'est toi qui es le locataire, en vrai, comme dans un appart, tu as un droit de préemption. C'est-à-dire que si le propriétaire vend, il est obligé de te le proposer à toi en premier. Ce qui fait qu'on peut toujours dégainer le fait d'acheter. Et moi, je pense qu'on a intérêt à acheter. Vaut mieux s'auto-payer des loyers. Rembourser une dette que payer un loyer, ça c'est sûr. Oui, bien sûr, il y a ce mythe, mais c'est pas tellement un mythe puisque les chiffres parlent, de McDo qui dit globalement, en fait, nous on fait plus de 60% de notre revenu, c'est de l'immobilier et pas des burgers. Et qu'en fait, globalement, vendre des burgers, c'est un prétexte. Vous, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à vous ou pas du tout? Alors, je pense que nous, on est vraiment beaucoup trop passionnés par l'hospitalité. Disons que l'immobilier, ça vient plus en espèce de filet de sécurité. Mais là, non, le vrai sujet, c'est s'occuper des gens. Enfin, c'est ça notre driver. Ouais. Et tout à l'heure, on avait parlé. Je pense qu'on a sauté une question un peu rapidement sur la franchise. Du coup, je me permets d'y revenir. Vous avez un franchisé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change d'avoir un franchisé? Pourquoi ce choix d'avoir décidé de franchiser? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer à faire? Alors nous, on est fondamentalement succursaliste. Ok. Donc c'est-à-dire succursaliste. L'idée, c'est que en fait, vous avez votre navire amiral, votre maison mère, et en fait, vous allez détenir à 100% une société qui détiendra un nouveau restaurant. C'est ça. Donc ça, c'est votre thèse de base. Oui, exactement. Ça, c'est là où on est le plus à l'aise, on sait faire, on aime bien. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça... alors, c'est sûr, on porte
l'intégralité du risque, mais je porte aussi l'intégralité de la responsabilité, des choix et tout ça. Donc tu es en maîtrise, je suis en maîtrise totale. Complète, Oui. et pour toi c'est important parce que vu l'histoire de la création de la marque, de l'institution PNY, c'est ultra important de tout maîtriser. C'est ça. Ok. C'est ça. Et maintenant, je pense que, et encore une fois, c'est notre histoire qui dit ça, mais je pense que la vie, c'est aussi une espèce de somme de rencontres. Et donc, on peut pas, je me dis, je peux pas non plus être complètement fermée à la franchise parce que t'es jamais à l'abri de rencontrer quelqu'un, tu vois. Et ça a été, en l'occurrence, le cas pour la fameuse franchise qu'on a ouverte. C'est un restaurateur, fils de restaurateur, avec qui on a vraiment, encore une fois, matché. Ouais, fité. un match, un fit super. Ouais. Il veut ouvrir son PNY. Il veut ouvrir le PNY, et là, en fait, tu lui fais suffisamment confiance. Ouais. Et là, en fait, c'est là où c'est intéressant que tu nous dises, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'une franchise et quelle est la différence. Donc là, tu décides de lui donner la franchise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour le coup, lui, il a les clés du camion de sa propre boîte, et tu as un contrat avec lui, avec un cahier des charges. Exactement. Et tu vas lui donner la façon dont ça marche chez PNY. Exactement. Et avec ça, il peut utiliser la marque. En échange de royalties. Voilà, ok. Mais on l'a fait parce qu'il est vraiment restaurateur dans l'âme. Okay. Et que limite, il nous apprend à... il sait encore plus être hospitalier que nous, quoi. Ok. Je pense que le moment où vraiment je me suis dit, ce mec, il est incroyable, c'est il a d'autres affaires. Il m'avait invité à déjeuner dans une de ses affaires, et en sortant, je réalise que sur les tables, il y a des petits chevalets. Tu sais, les petits chevalets où il y a écrit réservé, gravé. Et bien là, chez lui, c'était pas écrit réservé, gravé. Il y avait écrit genre Christian, genre le nom de la personne gravé dans le métal. Et là, je sors du restaurant et je lui dis, mais c'est quoi ces trucs et tout? Et il me fait, pour mes habitués, ils ont leur comme le rond de serviette, comme le rond de serviette dans les super institutions de resto. Ouais. Et je me suis dit, un mec qui fait ça, c'est bon. Ok. Ouais, donc la personnalisation à outrance, et encore une fois, en gros, la personne qui a compris globalement la différence entre le burger fast-food et le burger haut de gamme que vous proposez, et toi, ça te parle beaucoup, quoi. Ah ouais. Ok. Du coup, c'est un modèle que vous voulez dupliquer, parce que là, vous êtes étendu au niveau national. Tu pourras peut-être nous rappeler les villes dans lesquelles vous avez ouvert, mais est-ce que c'est un modèle que tu veux dupliquer pour justement ouvrir je sais que vous avez ouvert à Bordeaux, à Lille, etc. Potentiellement. Lille, c'est ouvert ? Oui. Ah ouais. Lille, c'est ouvert, et donc du coup, là, vous êtes en propre, oui. Mais... Peut-être que vous pouvez ne pas être partout et que c'est peut-être plus simple de faire la franchise. Comment vous envisagez ça? Alors, nous, on va continuer notre bonhomme de chemin, continuer à ouvrir en propre. À chaque fois qu'on trouve l'emplacement, on se dit... mais comme je disais, on ne va pas être complètement... on n'est pas du tout hermétique à la franchise. C'est-à-dire que je continue à... on reçoit en gros 1 ou 2 candidatures par mois. Je rencontre tout le monde et déjà je suis hyper flattée. Okay. Personne... parce que tu te dis t'as peut-être créé quelque chose de suffisamment sympa pour que des gens se disent je vais y consacrer un bout de ma vie. Ouais. Mais je fais bien attention à alors typiquement si le candidat n'est pas restaurateur, à essayer de lui expliquer ce que c'est la vie de restaurateur, parce que souvent on peut avoir une vision très romantique de la restauration. Ouais, un peu l'idée qu'on a tous en disant je vais ouvrir un bar avec mes potes, un bar à potes. Ça. Quoi. Et souvent, dans ces cas-là, je propose qu'ils viennent faire une journée d'immersion. Et comme ça, ils passent une journée, et à la fin on débrief. Et ma première question, c'est de lui demander est-ce que tu dois faire ça tous les jours pendant les 7 années à venir au minimum pour rembourser, qui est la durée de remboursement de ton emprunt. Et à ce moment-là, tu arrives à déceler dans ses yeux si c'est vraiment, j'ai kiffé, c'est vraiment ça, parce qu'il faut que la personne elle vive sa meilleure vie sur les 7 prochaines années. Si c'est une espèce de un truc relou qu'il n'a pas envie de faire et qu'il y va bouler aux pieds, ça va être terrible.
Et vous, d'un point de vue strictement financier, au-delà de tout ce qu'on a dit et de l'importance que c'est pour toi de confier les clés du camion à un franchisé qui va vous représenter finalement ailleurs, d'un point de vue strictement financier, c'est mieux quoi, une franchise ou c'est mieux une succursale dans le business Alors, c'est une question, très bonne question, parce qu'elle est très difficile à répondre. Ok. Et en fait, parce que quand tu ouvres en propre, c'est toi qui mets l'investissement de départ. Donc, le fameux million de départ, c'est toi qui le portes sur ton dos. Et donc, mais en même temps, à l'inverse, tous les EBITDA générés te revient. Alors que dans une franchise, tu mets rien au départ. Mais tu récupères des royalties qui sont plus petits. C'est plus en moyenne du 6%. Ok. Donc c'est un peu une question mathématique. Moi, je trouve qu'il faudrait ouvrir genre 4 pieds noyés en franchise pour gagner la même chose qu'un pied noyé en succursale. Du coup... Et en plus, du coup, ça fait 4... Enfin, c'est dispersé. C'est-à-dire que, du coup, tu vas avoir un pied noir à Dijon, à Clermont, à je sais pas où. Il faut y aller. Donc, il faut recruter au siège. Et donc, quelque part, le fait que ce soit dispersé, ça te coûte peut-être plus que ton CAPEX de départ, qui en plus te sert à acheter un fonds de commerce. Donc, un fonds de commerce, c'est un asset. Ouais. Tu le mets en actif. Ouais, c'est une question de tactique, j'allais dire, d'expansion en fait. Exactement. Et je pense que cette tactique, elle doit être en phase avec la mission de la boîte. Nous, notre délire, c'est de devenir une marque culte, de servir les meilleurs burgers de la planète. Et quelque part, ça ne passe pas forcément par un maillage vénère. C'est pas en ouvrant 100 qu'on va réussir à faire notre mission. Ouais. Tu parlais tout à l'heure un peu de la façon dont vous aviez la structure de coût. Tu disais, en fait, si je voulais concurrencer McDo ou les grandes chaînes, mon burger doit me revenir à 1 euro. Aujourd'hui, vous, votre structure de coût, elle se répartit comment quand vous faites un burger de qualité comme le vôtre? Alors, dans la restauration, la structure de coût, elle est assez classique. En gros, le food cost tourne autour de 25%. Ensuite, à la masse salariale qui va être une vraie variable, c'est-à-dire que plus il y a du service, plus il y a du monde et donc plus elle prend de la place. Donc en général, ça aussi, alors je parle dans la restauration en global, ça va osciller entre 28 et 39, peut-être même 40% chez certains. Et ensuite, en dessous, tu vas avoir tout ce qui est frais généraux, qui est aussi autour de 10-12%. Ce à quoi ça ajoute aussi maintenant la livraison, les frais de livraison. Ouais, exact. Alors là, ça dépend de beaucoup de trucs. Pour le coup, ça dépend le partenaire avec qui tu travailles. Du partenaire, de ton taux de commission. Mais ça peut très vite représenter un loyer si tu fais beaucoup de livraison. Ouais. Et en fait, au bout du bout, en EBITDA contributif, je pense que les meilleurs faiseurs vont être à 30%, et après, tu peux être à 0. Ok. Si on parle des grands champions du burger et ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis, ceux qui vendent entre guillemets le burger premium, on parle de Shake Shack, etc. Est-ce que c'est alors c'est pas du tout le même modèle parce que eux c'est vraiment positionnement rapide, fast-food comme tu disais, plateau, etc. Mais vous essayez de vous rapprocher de ces métriques en termes de répartition de pourcentage. La structure de coût. Ouais, de la structure de coût. Alors, on ne les connaît pas. Okay. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut juste maximiser notre EBITDA, mais sans perdre notre âme. Okay. Donc, en fait, concrètement, ça se traduit par quoi? C'est on veut tenir nos 25% de food cost, quoi qu'il, c'est-à-dire, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on veut ni le baisser. Tu ne veux pas faire moins et tu ne veux pas faire voilà, plus. Exactement. Et en fait, avec les économies d'échelle, quelque part, tu arrives à faire moins. Ouais. Mais quand on fait moins, on redonne aux clients. Dans le sens où... mais dans le produit. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Les œufs ne sont pas bio. Ouais. Après, on a les moyens de les acheter bio, donc on va les acheter bio. Okay. Et donc voilà. Si tu gagnes... on s'améliore incrémentalement. Si tu gagnes en coût, tu essayes effectivement d'améliorer... Oui. Donc on va jamais baisser le
Ok. Voilà, c'est notre gardien de paix. Ouais, ça c'est intéressant d'entendre ça. Ok. Il y a aussi un point aussi très tactique, c'est le menu. On parle de menu engineering, etc. Du coup, c'est quoi votre tactique, vous, sur le menu? Parce que il peut y avoir des restos dans lesquels tu vas et en fait, tu as 36 burgers avec 36 goûts différents, des trucs parfois exotiques, enfin voilà. Il y a des restos où en fait il y a un best-seller et en fait ils vendent quasiment que ça. Et vous, c'est quoi le positionnement sur la carte? C'est une pareil, très bonne question. Ça a été... nous, on a été d'une époque où il y avait cette mode du monoproduit. Ok. Je sais pas si tu te souviens, c'était le moment où s'ouvraient des concepts genre Riolet, Ouais. Quiche Lorraine. Ouais, Et donc, intrinsèquement, on a ce côté où on préfère avoir une carte courte. Ok. Ceci étant dit, on est quand même, je pense qu'on est la carte de burger peut-être la plus longue de tous nos camarades parce qu'on est en restauration assise. Okay. Et quelque part, quand tu es en restauration assise, tu veux quand même avoir le choix, tu veux quand même pouvoir manger une salade, tu veux ouais. C'est beaucoup plus que quand tu es au comptoir, que tu te grabes un sandwich et que tu veux choisir entre un cheese et un... Ok. Et donc une carte un peu plus longue, mais qu'on essaye de faire la plus équilibrée possible. Okay. Et encore une fois, toujours en restant dans notre ADN qui est d'avoir des classiques qui tabassent. Et votre best-seller, c'est quoi le burger best-seller et ça correspond à combien de pourcentage? Nous, c'est le Cowboy. Okay. Mais tu vois, c'est best-seller, mais entre guillemets, c'est que 13% de nos ventes. Ah ouais, vous n'avez pas un burger qui fait 50%. Non, ouais. C'est quand même équilibré. Et le Cowboy, c'est en gros notre burger barbecue, quoi. Donc sauce barbecue, onion ring, bacon, enfin très très fumé. Ah, j'aurais cru que c'était le simple. Cheese, c'est cheese bacon. c'est le deuxième, oui. Ah ok, super intéressant. Ce qui est assez incroyable aussi dans l'univers de la restauration, c'est qu'il y a eu la période de Covid que tu as vécu et à mon avis, tu as dû te demander comment vous allez terminer. Et finalement, ça s'est pas si mal passé pour vous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période Parce qu'à chaque fois que je parle avec un restaurateur, c'est vrai que la période Covid, elle a été assez singulière, parce que je pense que tout le monde se rappelle de la prise de parole à Matignon d'Édouard Philippe un samedi soir en disant les copains, à minuit, on ferme. Sans préavis, sans rien. Et après, on sait tous le tunnel dans lequel on a été, la galère dans laquelle on a tous été avec les trucs, je peux manger dehors, j'ai une terrasse, j'ai pas de terrasse, je suis entre copains, pas de copains, j'ai un pass sanitaire. Comment vous avez géré cette période? Ah oui, ça a été au jour le jour, hein. Comme tout chez Pied Noir, je crois. Donc, on apprend qu'on ferme, donc on s'y attendait sans s'y attendre. Du coup, on a quand même énormément de denrées périssables dans tous les restaurants. Ouais. Donc, il a fallu gérer ça. Donc, on ne voulait pas acheter. Donc, on a essayé de faire appel aux voisins pour faire des dons. Enfin, bref, tout ça. Et puis aussi, il faut savoir que Pied Noir, c'est une machine qui est ouverte 7 jours sur 7 toute l'année. Donc, on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas faire... parce qu'il y a des restaurants qui ferment 2 jours par semaine. Donc, ils ont des espèces de process pour s'arrêter. Ouais. Nous, on ne sait pas. Okay. Donc, on découvre ce truc de... il faut arrêter, il faut vider les frigos, faut... les machines, je pense qu'elles ont bossé 24 heures sur 24, quasi depuis X années. Donc, on se dit qu'en les arrêtant, si ça se trouve... Elles vont pas redémarrer. C'est tout ça. Non, ça a été une sacrée période. Donc on ferme, tout le monde rentre chez soi et on n'a pas vraiment de visibilité sur quand on réouvre. Ouais. Parce qu'à la rigueur, on ferme, on sait que à telle date tu réouvres, tu t'organises pour quoi. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été le cas non plus. Moi, ça m'a fait hyper bizarre parce que je suis très opérationnelle, donc je tourne dans les restaurants et c'est la première fois où je vois pas les gars quoi. Ok. Tu vois, donc je me retrouvais à les appeler, ça va, tout va bien, la vraie maman quoi. Et en fait, au final, au bout d'un moment, on peut réouvrir en livraison. Et là, ça a été
incroyable. C'est-à-dire que les clients, ils se sont rués. Ouais. Enfin, je sais pas, on a dû réouvrir, je sais pas, peut-être au bout d'un mois. C'est comme si ils avaient besoin de leur pied noir. Donc là, c'est reparti. On Vous s'est avez fait des chiffres d'affaires assez records. Et on s'est fait démonter. Et en fait, année 2019, à périmètre constant, on fait plus 4% par rapport à l'année d'avant. C'était 2019 2020. Hein, c'était 2020. Ouais. Par rapport à l'année d'avant. Mais au moment où on ferme, si on me dit ça, mais je ne crois pas du tout, quoi. Et en fait, je pense que comme ça faisait longtemps qu'on existait, les gens, ils avaient besoin de réconfort. Donc, ils sont allés vers un peu leur marque un peu chérie. Ouais. Et pendant tout ce temps, du coup, nous, on était devenus, un truc marrant, on était donc devenus e-commerçants. Ok. En quelque sorte. Et donc, on s'est intéressé à des métriques auxquelles on ne s'était jamais intéressé auparavant. Taux de conversion, le taux funnel, et aussi le packaging. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un peu de livraison, mais c'était vite fait. Et donc, on n'avait pas forcément investi dans un packaging. Là, on fait de la R&D pour avoir la boîte de burgers parfaite, la boîte de frites parfaite. Enfin, c'est marrant, on était devenus Amazon. Mais c'est un crash test assez intéressant parce que le mode de consommation aussi a complètement changé. Ouais. Parce qu'en fait, alors tu nous diras combien de pourcents ça représente chez vous, mais aujourd'hui, et je pense que tous ceux qui nous écoutent connaissent ça, c'est qu'au lieu de se dire je vais me faire un PNY et je vais prendre mes petits pieds et je vais aller en resto, c'est ok, j'ai envie de me faire un PNY, mais en fait, je reste dans mon salon, Deliveroo, Uber Eats, et en fait, du coup, je me fais livrer PNY. Donc, vous, ça perd pas ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité de votre burger. Ça, vous pouvez toujours le livrer, il n'y a pas de problème. Ça perd un peu l'expérience resto, qui était un atout formidable qui a fait que c'est aussi un succès. Comment vous arrivez à gérer justement cette expérience et à la rapporter chez les gens ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous bossez ? Alors, tu as donné une petite partie de la réponse, mais comment vous êtes adapté à tout ça ? Oui, c'est sûr que nous, ça nous a fait tout bizarre. La seule façon de ramener l'expérience, c'est le packaging. Ouais. Donc, on y met toute notre âme. La petite personnalisation en mode... je sais qu'il y a des restos qui écrivent sur le sachet, ces trucs-là. Tout ça... on essaye tant bien que mal d'aller toucher le client. Quoi. Ouais. Mais nous, on reste fondamentalement des restaurants sur place. Okay. Et encore une fois, je suis hyper contente avec le recul qu'au départ, on se soit dit qu'on allait faire des vrais restaurants. Parce que, du coup, quand on a réouvert les restaurants, les gens ils sont revenus. Et aujourd'hui, on fait de la livraison parce qu'on a ce côté un peu universaliste chez PNY où tu peux manger ton PNY comme tu veux. Nous, on est là pour toi dans toutes les circonstances. Ça peut être... aussi bien au restaurant que chez toi, en chaussettes. Enfin, on est là. Okay. Mais on est quand même très content quand les gens viennent sur place parce que c'est là où tu as... Et ça représente combien de votre chiffre d'affaires, du coup ? C'est aux alentours de 20%. Enfin, au global, c'est 20%. Après, tu vas avoir des restaurants, ça va être beaucoup moins. Des restaurants, ça va être beaucoup plus. Mais au global, 20%. Et je pense que c'est le bon taux. Parce que c'est le taux qui fait que c'est du beurre dans les épinards. Ouais, et que tu n'es pas complètement dépendant et que tu dois continuer à travailler ton expérience. Et en fait, quand c'est juste 20%, ce qui est bien, c'est que... c'est vraiment ça, c'est du beurre dans les épinards. C'est que c'est la promesse même de ces plateformes qui est de t'apporter ce surplus de CA qui fait que tu rembourses tes coûts fixes. Tu couvres tes coûts fixes. Mais moi, j'ai vu des camarades, des confrères qui ont basculé de l'autre côté, où c'est du 60-70%. Ouais, et en fait, leur local n'est devenu qu'un garage à scooter ou à vélo pour les livreurs qui viennent. Et ça, financièrement, c'est difficile à... et puis tu dépends aussi des plateformes, tu perds ta marge. Ok. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est sur la façon dont vous êtes passé de l'idée de départ en mode je veux faire faire un seul restaurant à une ambition beaucoup plus importante sur la base de votre succès du premier restaurant. C'est la façon dont vous êtes financé et vous avez fait rentrer des investisseurs au capital. Et tu peux me raconter un peu comment c'est passé, comment la réflexion s'est faite et comment vous avez structuré tout ça ? Alors, la restauration, du coup, c'est quand même un secteur assez capitalistique. Ouais.
C'est à chaque fois que tu veux augmenter ton CA significativement, il faut que tu ouvres un nouveau restaurant. Ouais. Donc à chaque fois, il y a cette histoire d'apport. Et donc à un moment, quand on a, je ne sais plus combien, mais c'est 3-4 PNY qui marchent et qu'on se dit, tiens, on tient quelque chose, on s'est posé la question avec Rudy, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, est-ce que on reste comme ça ? Est-ce qu'on accélère ? Est-ce qu'on vend ? Enfin, on s'est posé plein de questions. Mais est-ce que tu avais passé à ce moment-là ta capacité d'autofinancement avec les banques te disaient en fait là on peut plus y aller, Alors oui, on peut pas vous suivre, donc oui, en fait le seul moyen de se dire attends, si je veux continuer et faire mes 10 prochains restaurants, je suis obligé d'aller chercher de l'argent auprès d'un investisseur. En fait, il y avait vraiment le choix. Donc là, à ce moment-là, la banque te dit, vous êtes mignon, mais il me faut quand même 3 bilans. Là, on est quand même au bout du bout. Et on aurait très bien pu se dire, on attend. On peut attendre 3 bilans pour se relancer dans un financement. Et on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on vend ? Ou est-ce qu'on va chercher de l'argent ailleurs ? La vente était déjà venue à l'époque. Okay. Et ce qu'on se dit, on est trop jeune pour attendre, et on se dit que PNY, c'est trop une pépite pour la vendre tout de suite. Du coup, on allait chercher de l'argent. Les invests, ok. Et comment ça se passe ? Tu as fait un roadshow, tu avais déjà été contacté avant ? Parce qu'en fait, il y a souvent aussi cette période où, en fait, quand tu n'as pas forcément besoin des investisseurs, en fait, ils toquent quand même à ta porte. Donc, est-ce que c'était ton cas ? Est-ce que tu as dû aller les chercher toi, etc. Comment s'est passée la première rencontre avec les invests ? Je crois que ce n'était pas le cas, parce qu'il faut se remettre à l'époque. Je pense qu'on était en 2017, et à ce moment-là, la restauration, elle n'est pas aussi financiarisée. Big Mama vient tout juste d'arriver. C'est pas aussi bankable. Il n'y a pas encore eu les paillettes. Il n'y a pas encore eu Big Mama, la déferlante Big Mama qui est passée par là, qui a fait dire que il y a. C'était pas un domaine du private equity où on pouvait. Pas tant que ça, quoi. Évidemment, sur les grosses chaînes et tout, oui, mais pas sur 3-4 affaires. Et donc, on ne nous avait pas forcément... voilà. Du coup, c'était il y a longtemps, mais je pense qu'on avait fait appel à un lever. Et c'est lui qui nous avait organisé le roadshow. Et on avait rencontré plein de fonds. Et... tu matches avec un. Et donc, vous avez en partie. C'est surtout Generis qui a investi chez vous ? Ça, c'était en effet, c'était en 2017. Les premiers, C'est eux qui mettent le premier tour. Et puis après, nous, on a fait un deuxième tour 5 ans après, en 2022, où il y a Generis qui est en gros. Je ne maîtrise pas très bien, mais qui est en gros qui est sorti et qui est re-rentré. Et il y a Initiative et Finance qui a mis aussi à ce moment-là. C'était une levée de fonds, c'était public, donc on peut le dire, c'était à peu près 15 millions d'euros, c'est ça ? Alors ça, c'est la taille du tour complet. En cash-in, il y a eu beaucoup moins. En cash-in, il y a eu 5 millions. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça a changé d'avoir des investisseurs au board ? D'abord, qu'est-ce que tu leur as vendu pour les convaincre de mettre de l'argent chez toi ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ? Alors, ce qu'on leur a vendu, ce qu'on fait, c'est-à-dire continuer à ouvrir des restaurants, continuer à mailler. On leur a aussi dit ce fameux truc des 25% auquel on tient sur le food cost. Parce que c'est un peu la peur que tu as quand tu es entrepreneur, tu as cet imaginaire de l'investisseur requin. Qui va vouloir te dire on va couper les coûts, on va faire de la renta à mort. Voilà. Et en fait, moi, j'avais très, 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 très peur de ça. Donc, dès le roadshow, je racontais mon histoire des 25% de food cost auxquels on ne veut pas toucher et que si c'est pour qu'on y touche, il ne faut pas rentrer. Donc ça, c'était marrant. Donc, j'ai eu pas mal de réactions. J'ai eu tout le spectre des réactions. Tu peux avoir en mode celui qui dit laisse tomber. Celui qui tombe amoureux du concept, il dit mais c'est ce que je voulais entendre. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir dit dès le départ nos conditions, ça a permis de trouver les bons financiers qui captent ça et qui sont d'accord avec ça, qui sont d'accord avec cette vision, qui ont capté que la restauration, c'est plus un secteur de très long terme, de long terme,
où il faut reconquérir le client jour après jour, service après service. Et je suis bien contente de ce roadshow-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de dire ce genre de choses, surtout quand tu es la personne qui te demande de l'argent. Ouais. Poser ces conditions à ce moment-là, alors que tu as l'impression d'être en position de faiblesse, c'est difficile. Mais moi, je conseille vraiment de le faire parce que je pense que c'est encore plus difficile si tu ne trouves pas le bon partenaire. Parce qu'en fait, le fonds qui rentre chez toi, il est actionnaire au même titre que toi. Donc, c'est vraiment... c'est un mariage. C'est un mariage et une vision ensemble sur du long terme. Et tu parlais tout à l'heure de votre aventure entrepreneuriale, votre chemin, etc. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager le chemin de votre aventure. Donc, à la fois, toi, tu dois être exigeante et fixer là où tu veux aller. Et la personne qui va rentrer avec toi sur le chemin doit le comprendre. Ouais. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur de marquer son identité. Ouais. En fait, je pense qu'il vaut presque mieux pas lever que de lever sur des mensonges un peu. Ouais, carrément. De toute façon, ça tient pas. Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir longtemps. T'as fait rentrer aussi au capital Adrien de Chompre, qui était du coup le cofondateur de Sushi Shop. Là, c'est encore différent d'un fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle généralement de la smart money. Globalement, quelqu'un qui investit de l'argent, mais qui vient surtout avec son expérience. Tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qu'il apporte en plus, comment tu l'as rencontré et comment ça s'est fait aussi, comment ce mariage s'est fait? Oui, alors moi je le rencontre via LinkedIn. Ok. Donc, comme quoi je lui envoie un message. Parce qu'avec Rudy, on aime bien rencontrer tous les gens du secteur. Donc on se débrouille pour le faire. Et Adrien de Chompré, ça fait partie des grands pontes de la restauration. Donc je lui envoie un message LinkedIn. On se rencontre. On fit. C'est toujours la même histoire, je crois, chez nous. On fit, on s'entend hyper bien. Nous, on est fascinés parce que c'est vraiment un méga entrepreneur. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de franchise. Je trouve que s'il y a bien un acteur qui a réussi son déploiement en franchise, c'est bien Sushi Shop, quoi. Ouais. Qui a réussi, je trouve, à se franchiser, à mailler toute l'Europe, tout en continuant à réussir à garder cette marque un peu premium dans l'imaginaire des gens. J'ai trouvé ça fabuleux. Et donc, en fait, il adore, il se dit, est-ce que je peux investir ? Nous, on n'avait pas spécialement besoin à l'époque, mais on se dit que... c'est cool de l'avoir. C'est cool de l'avoir, voilà, un mec comme ça. Donc, on se dit, allez, banco, allons-y. Ouais. Et en fait, ce qui est top avec ce que tu appelles le smart money, c'est qu'on se comprend. C'est-à-dire que nos espèces de problématiques très, très, très opérationnelles, mais même stratégiques, lui, il les a vécues dans sa chair. Ouais. Donc, il sait très bien de quoi je parle. Il vous fait gagner un peu de temps aussi. Ah oui. Sur les erreurs qu'il a pu faire ou l'expérience qu'il a. Oui. Okay. Ouais, et puis en plus, c'est un vrai entrepreneur, donc il est à la fois à fond. Tu vois, c'est vraiment top, quoi. Et à ton capital, vous avez fait un truc aussi super sympa. Et en fait, finalement, vous avez complété votre table de capitalisation avec différentes typologies d'investisseurs, puisque vous avez fait une campagne Crowdcube aussi pour faire venir une sorte de... J'allais dire des investisseurs retail, vos consommateurs, et vous avez proposé justement à tout à chacun d'investir dans votre société. Pourquoi vous avez envie de faire ça ? C'est une opération de com C'était complètement une opération de com. En gros, on fêtait les 10 ans de PNY et on s'est demandé quel est le truc de fou qu'on pourrait faire pour les fêter. Et on avait trouvé cette idée, donc on s'est lancé là-dedans. Malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout. Ah ouais. Parce que ça a été préempté par les invests. Okay. Mais on avait trouvé l'exercice incroyable. Parce que, en fait, quand on lance la campagne, mais on se retrouve avec tellement de messages d'amour. De gens qui t'écrivent en te disant ah ouais, moi je suis client depuis la première heure, j'adore. Et on a eu ça a été le courrier des fans pendant tout le moment de la campagne. Okay. Ça a été. Donc t'as reçu beaucoup d'amour. Et en vrai, beaucoup plus que de l'argent au final.
On était tous reboostés. Je partageais aux équipes les messages des gens et on était reparti pour un tour du coup. Bon, trop cool. Justement, on arrive à la fin du podcast là parce que le temps nous est malheureusement compté. Tu disais on était reparti pour un tour. Justement, dans 5 ans, PNY, ça ressemblera à quoi ? C'est difficile. J'espère encore d'autres restos, encore plus culte et toujours la queue. Ok, super. Et dernière question, promis. Je vois qu'on me dit qu'il est temps de couper les micros. Mais si tu devais te donner un conseil au moment où tu ouvres le premier PNY, ce serait lequel aujourd'hui ? Très bonne question. Je pense que peut-être un sujet dont on n'a pas trop parlé, ça va être les RH. Ouais. La restauration, c'est un métier vraiment d'humain. Et toujours avoir en tête que c'est à la fois, moi je trouve, le plus beau métier du monde, mais à la fois aussi un métier hyper physique, hyper difficile. Et donc d'avoir cette empathie pour son staff de façon à être... en vrai, je pense que c'est nous qui sommes à son service et non pas l'inverse. Et donc, bien garder ça en tête. Merci pour ce mot de la fin. On retiendra ce super conseil. Merci à toi. Franchement, c'était passionnant. J'ai pas vu le temps passer. Il y a plein de trucs que j'aurais voulu évoquer avec toi que j'ai pas eu le temps. T'as parlé des RH. C'est quelque chose que je voulais évoquer, mais on pourra en reparler une prochaine fois. En tout cas, un grand merci à toi. C'était vraiment super sympa. Et puis, à très vite dans tes restaurants. Merci. Merci.